Bienvenue sur Radio Mans Opposé, votre chaîne 100% gardien. Nous continuons notre chemin du club par club, notre série de l'été sur les gardiens de Ligue 1 en vue de préparer sereinement la saison 2020-21. Pour cet épisode, nous nous arrêtons sur le Rocher afin d'évoquer les gardiens de l'AS Monaco. Pour m'accompagner, quand on lui a dit qu'un certain Fabien Barthez, gros flop nantais, a été champion de France avec Monaco, il n'y a pas cru, donc il est venu pour demander des explications. C'est notre Nantais Thomas Bernard. Salut Nico, salut tout le monde. Ouais, Divin Chauve, j'ai peu connu moi. Il était venu en pré-retraite à Nantes. Et pour évoquer les gardiens de la principauté, on accueille un spécialiste du club, Damien de Radio Diagonale. Salut Damien. Bonjour à tous. Damien, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi Radio Diagonale ? Alors en fait, on est une web radio de supporters, donc nous existons depuis 3 ans, notamment sur YouTube. Discutons de l'actualité, parlons aussi de mercato à travers des gazettes, dont une qui devrait d'ailleurs sortir ce jeudi. Voilà, donc le rendez-vous est pris, si je puis dire. Très bien. Et puis voilà, donc c'est principalement l'idée de parler de l'ASM entre passionnés et supporters. Super. Eh bien, avant de nous projeter dans la saison 2020-21, nous allons analyser ce qui s'est passé la saison précédente et nous le faisons comme un vrai gardien de but avec un petit coup d'œil au poteau. Et le poteau qui sauve Sylvain. Donner un petit coup d'œil au poteau, ça nous permet de savoir où on est placé. Et pour les Monégasques, c'est à la 9e place du championnat au bout de 28 journées. Il y a eu également un 8e de finale de Coupe de la Ligue, perdu sèchement face à Lille, et également une élimination face à Saint-Étienne en 8e de finale de Coupe de France. Première question, Damien. On a eu une saison monégasque qui a été marquée par le limogeage de Jardim en cours de saison. On a cette 9e place en championnat. Comment tu as vécu cette saison ? Cette saison, le constat qu'on peut faire, c'est qu'elle n'a pas été bonne. Très clairement, elle était loin des ambitions qu'on s'était fixées, en tout cas que le club s'était fixé. L'objectif était d'être européen, d'être sur le podium notamment, et de préférence aller en Ligue des Champions pour la saison à venir. On est loin du compte, même si l'écart en points avec l'Europe pour l'Europa League est pas si important. On rappelle aussi que la saison s'est arrêtée prématurément. Pour autant, au vu de la dynamique, je pense pas que Monaco aurait été en mesure d'aller plus haut. Je pense même qu'on aurait certainement un peu reculé au championnat par rapport à cette 9e place. Ça, c'est que mon avis. En tout cas, c'est comme ça que je ressentais la dynamique de l'équipe. C'est-à-dire que quand ça gagnait sous Moreno, c'était pas des victoires convaincantes, c'était presque des victoires qui ressemblaient à des défaites. Et face au club qui était devant nous, c'est-à-dire Reims, Nice, on n'arrivait pas à battre ces équipes-là en championnat. Notamment, le championnat s'est arrêté sur une défaite à Nice, qui permet à Nice d'ailleurs d'être européen. Ironie du sort. Donc clairement, la saison, elle est pas bonne. Et au vu des résultats, en tout cas des investissements financiers qui ont été faits, puisqu'on a dépensé plus de 100 millions d'euros de budget pour les transferts, clairement, c'est une saison qui est vécue comme un échec. En tout cas, c'est posé. Donc, une première saison compliquée. Il y a eu aussi une autre première saison compliquée, ou en tout cas très clairement un début de saison. Ça a été celui de Benjamin Lecomte. Il a joué 28 matchs en Ligue 1. Monaco n'est que la 16e défense. Donc par rapport à son classement 9e, il y a un certain gap, 44 buts pris. 7 clean sheets à l'inverse, donc ce qui est plutôt pas mal par rapport au record de 12 et par rapport au nombre de buts pris. 71% d'arrêt, c'est le 13e en Ligue 1 et il est 15e aux notes l'équipe avec une note moyenne de 5,43. Thomas, de ton côté, par rapport à la saison de Benjamin Lecomte, comment tu analyses en tout cas cette première saison compliquée ? Personnellement, moi j'étais assez déçu de ses performances. Globalement, on peut dire que c'est qu'une saison moyenne. Il a connu un début de saison, très délicat. On atteste son entrée en matière face à Lyon, où il n'est pas à son aise, et notamment sur le deuxième but de Depay, où il a un problème d'appui. Donc c'est la frappe de loin de 30 mètres qui prend entre les jambes. Oui, qui prend entre les jambes parce que
il y a des mauvais appuis, il est moins bien positionné. Donc, il a ce réflexe que j'ai toujours pas compris à cette heure-ci, de arrêter le ballon avec son pied, alors qu'un meilleur positionnement et une meilleure dynamique au niveau des appuis lui aurait permis de capter le ballon avec un genou au sol et de dégager l'action et être plus efficace sur cette action, pardon. Même si par moment il a fait quand même des arrêts assez intéressants ou décisifs, notamment il y a le match aller face à Amiens, donc à Monaco, où il arrête une reprise de volée de Kakuta. Donc le score est de 0-0 et par la suite Monaco remporte le match. Donc sur cette rencontre-là, il était décisif. Mais globalement, moi j'ai trouvé décevant parce qu'on attendait mieux de Lecomte, parce que Lecomte lui aussi a des prétentions. Il souhaite être en équipe de France, donc être aussi. Il l'a même été. Il l'a même Oui. été. On se souvient qu'il était sur le banc lors de la célébration du titre de champion du monde des Bleus au Stade de France. Il y avait lui et Costil qui étaient sur le banc. Enfin, il a été appelé. Il n'a pas joué, mais il a été appelé. Non, mais même lui, il a déjà déclaré qu'il avait cette ambition-là avant qu'il y ait le Covid, il voulait jouer l'Euro, mais c'est pour ça aussi qu'il avait fait le choix de Monaco, parce qu'avec Monaco, il espérait toucher la Coupe d'Europe et un club avec de plus grandes ambitions, donc une plus grande exigence par rapport à Montpellier, ce qui est très important aux yeux de Didier Deschamps quand même pour intégrer le groupe France de façon générale. Donc on est forcément déçu quand même de ses performances avec Monaco, parce qu'on attend davantage d'un gardien comme lui, qui est capable d'être très important pour une équipe, comme il a été à Montpellier lorsqu'il jouait sous les ordres de Michel Derzakarian. Alors, moi, je suis d'accord avec ton analyse. Néanmoins, ce qu'on peut pas enlever à Lecomte, ce que j'ai trouvé du moins, c'est qu'il a été décisif dans certains matchs. Bon, heureusement, hein, ça reste un gardien acheté par Monaco, mais il a été décisif. C'est son job. Néanmoins, j'ai trouvé décisif qu'il a été décisif à des moments clés. Il y a notamment le match à Dijon, quand Monaco est un peu au fond du trou au début de saison. C'est juste après la défaite face à Lyon et à Marseille, où il sauve le match lors d'un face-à-face face à Tavares. Si je ne m'abuse. Il y a aussi le match face à Reims où il y a la frappe très forte de Boulaïdia qui sort à bout portant et qui permet de conserver le résultat. Et il y a également le match à Angers où il fait un très beau match. C'était juste avant la trève. Avec un arrêt face à Tube. C'est ça, face à Tube, et surtout l'arrêt à la fin contre Fulgini, où très clairement, il sauve le match. Et il y a également le fameux Moreno Game, évidemment, ce qui laissera à Monaco. Je pense qu'on peut s'arrêter là, avec l'arrêt lors de c'est le quatrième but que devait marquer PSG avec le troisième but de Neymar, clairement qu'il arrête à bout portant, et c'est vrai qu'il conserve le 3-3. Donc moi, c'est vrai qu'une mauvaise saison, en tout cas une moyenne, il y a quand même eu quelques fulgurances. C'est finalement à l'image de la saison de Monaco, où il y a eu des fulgurances. Toi, tu la vois comment, cette première saison de Lecomte, Damien ? Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, notamment par Thomas, mais aussi par toi, Nico. La saison, elle est moyenne. C'est-à-dire qu'il y a des bas, il y a des hauts, mais qu'au final, si je peux dire, en fait, pour revenir un petit peu en arrière, vous avez dit Lecomte a des prétentions. Et c'est tout à fait vrai, c'est la raison de sa signature à Monaco. Je pense que ce qu'on a vu aujourd'hui et cette saison de Lecomte, c'est qu'à mon avis, Monaco, ça, pour être un peu définitif, on va dire, ce sera son prime dans sa carrière. Je le vois pas aller plus haut. Donc ça veut dire que ça reste un bon gardien, attention, mais il n'a pas un niveau international pour moi. Il est capable effectivement de faire de bonnes performances, de sauver des matchs à un moment donné, qui coïncident d'ailleurs à une période où Monaco va beaucoup mieux, en octobre et en novembre notamment. Mais son début de saison est vraiment pas bon. Il n'est pas du tout serein, sans avoir subi justement un peu le traumatisme de la saison précédente où on échappe de peu à la relégation.
Et surtout, il arrive dans un contexte où en plus on attend beaucoup, parce que ça fait 2 ans qu'on a des gardiens qu'on se plaint de nos gardiens régulièrement. Et justement, symptomatique du problème à Monaco, c'est que le premier match à Lyon, il se trouve déjà. Et on se dit, mais non, c'est pas possible. On se moquait de Subasic en disant, à la fin de son passage, une frappe, un but. Première frappe de Lyon, but. Deuxième frappe de Lyon, but. Il se trouve en plus. Et là, on se dit, non, mais c'est pas possible. En fait, on repart comme avant. C'est-à-dire que même le compte, ça ne change rien. Et je sais que pourtant, que ce n'est pas non plus le reflet de la valeur du joueur. Et voilà, en fin de saison, il faut pas non plus oublier que y a un match contre Amiens, il me semble, où il fait une erreur et je crois qu'elle nous coûte pas forcément un but à ce moment-là, mais voilà, mais clairement du coup, il y a aussi des passages assez négatifs. Donc on attendait mieux en tout cas, je pense, à mon avis. Ouais. Et justement, lorsqu'on fait le coup d'œil au poteau, ça permet également de rendre hommage parce qu'il nous a quittés, si je peux me permettre, en fin de saison. Il nous avait déjà quittés depuis la fin de la Coupe du Monde, quand même, à Monaco. L'ami Daniel Subasic. Donc, quand on fait le coup d'œil, on se rend compte de son départ. Damien, quelle trace il gardera dans le cœur des Monégasques? Je pense qu'il faudra reposer un petit peu la question dans quelques années, parce que si vous connaissez un petit peu les réseaux sociaux, son cas a énormément divisé sur les 2 dernières saisons, et ça a fait beaucoup parler. Il y avait clairement 2 camps, entre ceux qui le défendaient un petit peu corps et âme, ou ceux qui étaient un peu tristes de voir un peu ce déferlement de haine et de violence à son encontre, qui ne paraissait pas tout à fait justifié. Maintenant, c'est un joueur qui nous a rejoint quand on était en Ligue 2, qui a été champion quand on est remonté donc pour la Ligue 2. Il a donc aussi le 2013, titre de Ligue 1. En 2013, il vous a rejoint donc en janvier 2013 ou peut-être en 2012 vous remontiez en janvier 2012, voilà, il fait la demi-saison. D'ailleurs, où il marque un but, qui plus est, ce qui est assez rigolo. Il y a 3 gardiens, je crois, qui ont marqué des buts en Ligue 1. Il y en a 2 qui sont passés par Monaco et qui l'ont fait à Monaco, justement. Il n'a jamais eu la vie facile, parce qu'on lui a toujours mis de très bons gardiens dans les pattes, que ce soit Romero, Stekelenburg. On a failli signer Valdés à un moment donné. Le mec a progressé. Il a fait, je pense, pour moi, sa meilleure saison en 2014-2015, l'année où on sort Arsenal, notamment, en Ligue des Champions. 15-16, il a continué d'avoir un bon niveau, et heureusement, parce que, mine de rien, sans lui, peut-être qu'on finissait pas à cette 3e place. Et du coup, 16-17, on a commencé à sentir le déclin. Voilà. Donc globalement, je pense quand même que malgré le titre de Ligue 1 aussi, où il a un petit peu baissé par moment, je pense quand même que c'est un bon gardien qui a montré une bonne attitude, d'une manière générale, un bon état d'esprit, quelqu'un d'assez relâché, et qui surtout a progressé. On a vu la progression depuis la Ligue 2, et c'est en ça que même si malgré son style assez peu académique, je pense que c'était assez sympa de voir ce joueur progresser et franchir des paliers aussi en même temps que le club au final, puisque nous, on remonte au titre. Il y a eu une progression du club et il en a fait partie. En effet, et jusqu'à aller en finale de Coupe du Monde avec la Croatie en gagnant toutes ces séances de tir au but lors de la Coupe du Monde 2018. Ouais, sur cet exercice, il était très bon déjà avec nous à Monaco en Ligue 1. Mais le Subasic qu'on a vu lors de la finale, je pense que beaucoup ont dû être surpris de le voir à ce niveau-là. On dit qu'il jouait blessé. Voilà. Oui. Pour autant, quand on avait suivi la saison du club, 17-18, on était quand même moyennement surpris par le niveau qu'il a affiché en finale. C'était un joueur qui était devenu justement assez statique sur sa ligne et qui n'allait plus chercher les ballons, quoi. Donc c'est pour ça qu'on avait, depuis 2 ans, on avait un réel besoin de renouveler le poste. Très bien, eh ben, merci en tout cas pour cette belle analyse sur Subasic, et puis on lui souhaite une bonne fin de carrière. Merci pour ce retour sur la saison 2019-2020. On va maintenant se plonger dans la saison 2020-21. Oh oui, Greg, il la sort! Oh oui, m'a opposé Richard. Et quand on se plonge dans cette saison 2020-21, on se rend compte que nous avons un petit nouveau à Monaco, Radoslav Majecki, 20 ans
polonais d'1m93 signé cet hiver en janvier et qui avait été laissé à disposition du Legia Varsovie et qui a signé jusqu'en 2024. On a toujours en numéro 1 Benjamin Lecomte, 29 ans, 1m86, français, également sous contrat jusqu'en 2024. Et on en reparlera en numéro 3 pour le moment, Loïc Badachilé, 22 ans, 1m86, français, sous contrat jusqu'en 2021. L'entraîneur des gardiens, pour le moment, c'est Christophe Almeras, l'entraîneur des gardiens du centre de formation, parce que tout simplement le staff a suivi le départ de Moreno et le coach le nouveau coach, c'est Niko Kovac, le croate qui a notamment entraîné le Bayern Munich la saison précédente, ou il y a 2 ans surtout. 18-19, ouais. Voilà, 18-19. Alors, pourquoi on évoque notamment on évoque la situation de Christophe Almeras et de Niko Kovac, parce que le premier point, c'est qu'on a, mais on a l'impression de dire ça depuis 3 ans, un contexte assez instable côté monégasque. Est-ce que tu pourrais nous le résumer, Damien ? Que ce soit au niveau du club comme des gardiens, d'ailleurs. Très clair, oui. Depuis le titre, on fait n'importe quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, le contexte instable s'explique par une mauvaise gestion depuis 3 ans, que ce soit sur le plan du mercato ou de la situation en interne, où la dirigeance n'arrête pas de changer. On renouvelle beaucoup d'hommes, mais finalement, rien ne se passe, rien ne va. Pas grand-chose n'est structuré. C'est tout simple, en fait. Il faut revenir un petit peu en arrière. On a un Vadim Vassiliev qui fait très bien le travail jusqu'à un certain point. Puis, à un moment donné, ça marche plus. Il y a ce premier départ de Jardim, l'arrivée d'Henry, qui est un échec, qui est un pari raté, le retour de Jardim, de la Vassiliev saute. Jardim est maintenu pour la saison suivante, mais quand même, on a eu des doutes. On se demandait, parce que le contexte n'était vraiment pas favorable pour... l'entraîneur était rejeté par au moins une moitié des supporters. Il se fait virer finalement et on prend Moreno. Donc c'est un bordel. Donc on fait n'importe quoi et on paye des mauvais choix, tout simplement. Voilà. Les 2 mauvais choix étant de prendre 2 entraîneurs complètement inexpérimentés dans une situation où le club aurait besoin d'entraîneurs d'expérience. Voilà. Donc ensuite, la situation de l'entraîneur des gardiens, là, elle fait suite tout simplement à la volonté de changer d'entraîneur, donc de virer Robert Moreno, qui était accompagné, alors on nous disait, je sais pas, peut-être que vous en savez plus, de Sambad, qui était donc l'entraîneur des gardiens et qui était considéré, je ne sais pas par qui, comme un des meilleurs dans son domaine. Je ne sais pas pourquoi, d'où ça vient, mais en tout cas, c'était la réputation un petit peu qu'on lui faisait. Et il effectivement, avec le départ de Moreno, il a suivi. Sauf que Kovac arrive sans entraîneur de gardien. Il a 4 personnes avec lui, mais pas d'entraîneur de gardien. Donc là, il y a la promotion du coup d'Almeras. Et cette promotion, on ne sait pas si elle est uniquement provisoire ou si elle sera amenée à durer. Kovac a révélé il n'y a pas longtemps dans les journaux que pour l'instant, il était très satisfait de son travail. Donc, une poursuite n'est pas à exclure. Alors, notamment à propos de l'entraîneur des gardiens, en effet, c'est une situation assez unique parce qu'il y avait eu le départ de André Mitrano. Pardon, je l'ai bien dit. C'est ça, André Mitrano. Ouais. Mitrano, pardon, en janvier, qui était un historique du club. Ensuite, comme tu l'as dit, il avait rejoint Monaco avec Guy Lacombe en 2007. Donc 2008, voilà, c'était il y a assez longtemps, époque chez Vanton, c'est ça? Un petit peu après, ouais. Mais du coup, c'était assez aussi. Puisqu'on parlait de Subasic, ça a été aussi un des facteurs de progrès de Subasic. Sauf qu'à un moment donné, quand Subasic avançait plus, il fallait aussi se poser la question d'Amitrano, justement. Et c'était bien de renouveler la chose à un moment donné. Et donc, comme tu dis, et puis il y a eu Sambad durant ces 6 mois, un peu comme Moreno. Je dirais, moi, de ma fenêtre, venir sans entraîneur des gardiens, il faudra se poser la question après de la considération de Kovac pour le poste.
par la suite, notamment dans l'intégration du gardien avec son 11 titulaire. Voilà, par exemple, Rudy Garcia est arrivé sans entraîneur des gardiens à Lyon, mais faudra se poser quand même la question par la suite de comment ça se passe au fur et à mesure sur la longueur. Est-ce qu'il y aura une cohérence entre le poste de gardien et le 11 ? Bon, on verra ça, mais en tout cas, c'est une belle récompense pour Christophe Almeras, qui est au club depuis un certain temps, et c'est une promotion pour lui. Du coup, lorsqu'on évoque cette saison 2020-21, on l'a déjà évoqué un petit peu lors du coup d'œil au poteau. Comment envisager la deuxième saison de Lecomte ? Thomas, par rapport à son profil technique, comment il peut évoluer dans ce 11 monégasque ? Déjà, il faudrait qu'il continue de préserver ses qualités, donc ses qualités d'explosivité sur sa ligne, et notamment aussi son question de placement et d'orientation dans les espaces, quelque chose qu'il maîtrise assez bien. Et aussi, dans le domaine aérien, je trouve depuis qu'il joue à Montpellier, il a souvent progressé dans ce domaine et il continue de prendre les bonnes décisions. Et souvent, même s'il ne peut pas capter le ballon, il boxe le ballon, mais c'est efficace. Au moins, il dégage le danger. Après, l'aspect où il doit progresser, certes, son jeu au pied, c'est une qualité chez lui et il aime jouer au pied, mais il doit progresser, tactiquement dans son jeu au pied tactique. C'est-à-dire quelle est la bonne relance adéquate en fonction de l'action. Est-ce que je dois jouer long ? Est-ce que je dois jouer mi-long ? La relance courte doit-elle être utile maintenant ou pas ? Et d'ailleurs, ça l'a mené parfois, quand il prenait les mauvais choix ou il réfléchissait trop, à encaisser des buts. Donc Damien t'en parlait tout à l'heure, le match face à Amiens, à la Licorne, où il réfléchit, il observe et il s'en mêle un peu les pinceaux et il initie le but de Guirassy. Donc il a cet aspect-là à progresser. Et puis aussi au niveau mental, je trouve qu'il faut digérer, on va dire, entre guillemets, le passage entre Montpellier et Monaco, qui a vraiment une marche de différence entre les deux clubs. Les attentes ne sont pas les mêmes, d'autant plus que lui aussi, comme on l'a dit précédemment, il souhaite entrevoir l'équipe de France. Donc il faut gagner en régularité et progresser mentalement aussi, parce que Monaco a des ambitions européennes. En effet, donc c'est bien résumé dans l'optique d'être challenger pour l'Euro 2021. Oui, d'intégrer le groupe. Après, on en reviendra peut-être tout à l'heure à la main ferme, mais personnellement, j'y crois pas trop, parce qu'au niveau potentiel, il y a d'autres gardiens qui pourraient prétendre à cette place de numéro 3 de l'équipe de France. Mais déjà, pour lui, sur le plan personnel, de faire une meilleure saison que la dernière qu'il a faite avec Monaco, ça serait déjà bien pour lui, bien pour le Super de Monaco, bien pour l'équipe. Parce que s'il fait une deuxième saison aussi décevante, si je puis dire, que la première, on va peut-être se poser des questions et peut-être que le nouveau gardien polonais va avoir sa carte à jouer. Et justement, c'est une belle transition avec la deuxième question qu'on se pose. Quels seront les numéros 2 et numéro 3 cette saison ? Donc on a un jeune, Radoslav Majecki, qui a rejoint le club, qui a enfin rejoint le groupe. D'abord, Damien, est-ce que tu penses qu'il peut concurrencer le Lecomte ? Comment tu vois son arrivée dans le contexte monégasque ? Concurrencer le Lecomte, pourquoi pas ? Je pense qu'il est peut-être encore un petit peu jeune. Maintenant, l'idée, c'est certainement de pouvoir créer une sorte d'émulation entre les deux. En espérant que Majecki ne soit pas non plus un Paul Nardi numéro 2, par exemple, c'est-à-dire quelqu'un avec qui on a cru qu'il pourrait aussi venir à terme concurrencer Subasic, mais qui a affiché un niveau en deçà de ce qu'on espérait, qui finalement du coup n'a pas continué. Donc il y a une saison un peu test aussi pour lui, mine de rien, de savoir s'il est capable de s'élever au niveau, au moins à l'entraînement, parce que les matchs, très clairement, il aura peu d'occasions de prouver sa valeur, à moins d'une blessure. Mais je pense que ces occasions de jouer, d'être aligné sur le terrain seront assez maigres cette saison. Donc il faudra surtout qu'il soit attentif, on va dire, à ce qui se passe à l'entraînement, qu'il progresse bien, qu'il aille un peu titiller Lecomte, que le premier puisse se dire bon, il y a le deuxième numéro 2 derrière, il lâche rien, il fait pas de cadeau, à moi d'être bon et de prouver que je mérite de rester numéro 1, quoi.
Parce que c'est un gardien qui a l'habitude de jouer. Là, c'est pas un jeune gardien qu'on a été chercher dans, je sais pas, en national ou au centre de formation. Là, on parle d'un gardien qui a joué, qui a joué toute la saison avec son club. Il faut que je vérifie, mais peut-être que je crois qu'il a été champion en Pologne. Oui. Donc, il a été champion en Pologne. Enfin, on parle d'un gagnant, quoi. Et aussi un espoir en Pologne. Il a été notamment capitaine de la sélection U20 lors du dernier championnat du monde en Pologne, et il est considéré comme un grand espoir. Et en Pologne, on considère que d'ici 5 ans ou 3 ans, à plus court terme, il remplacerait Fabianski ou Szczesny dans les cages polonaises. Donc c'est un espoir en Pologne. Après, à voir comment il va se débrouiller à Monaco. Les amateurs de Football Manager, vous avez retenu. Voilà. Et vous le connaissez peut-être déjà. Oui, vas-y. Mais oui, je suis d'accord. En fait, c'est un gardien qui a joué. Et ça va être difficile pour lui cette saison, je pense, de ronger son frein. Maintenant, je pense que la décision de le prendre, puisqu'on l'a pris cet hiver, on l'a laissé terminer la saison en Pologne, la décision de le prendre, elle est aussi, c'est mon interprétation, motivée par la première partie de saison de Lecomte, qui sans doute n'était pas totalement à la hauteur. Je pense qu'il est presque dans cette optique-là, c'est-à-dire que Lecomte, saison prochaine, pas se louper pour lui. Sinon, ça risque de sauter assez vite. Et on aura peut-être pris quelqu'un, justement, qui sera en mesure de le remplacer. Et il y a peut-être une autre optique à cette arrivée aussi, c'est du fait que, par exemple, Lecomte, il n'y a pas une grosse valeur marchande, donc il n'y aura pas vraiment moyen pour Monaco de faire une plus-value sur Lecomte. Alors que Majicki, c'est ça si je prononce bien. Majicki, pardon. Lui, s'il se montre un peu avec Monaco, quand on connaît le projet monégasque, il y a un potentiel de revente intéressant, d'autant plus qu'il est à ses côtés en Pologne, et qu'en Pologne, on va dire les gardiens polonais ont la cote en Europe. Faut juste regarder combien de gardiens polonais jouent à l'étranger par rapport à la France. Bon, ça c'est un autre débat, mais donc intéressant aussi à l'aspect financier derrière cette arrivée. Mais à condition de jouer et d'être européen, et aussi les belles plus-values, c'est l'Europe. Pas l'oublier. Pour l'instant, on ne l'est pas. Donc voilà, il faut qu'il joue, et au mieux, il faut qu'on soit européen. Et au pire, même s'il fait des bonnes performances dans une potentielle équipe nationale et compétition internationale, jackpot peut-être. Oui, voilà. C'est vrai. Et pour être complet, donc si vous voulez aller voir des petites vidéos, c'est un gardien très explosif, on va dire qui on le voit dans ce qu'il dégage, c'est quelqu'un qui n'a pas peur des responsabilités et qui est très vite sur les actions et qui a l'air très fort dans le duel. Le dernier chantier qu'on ouvre à Monaco, l'entraîneur des gardiens, le numéro 2, maintenant c'est le numéro 3. Donc on a le jeune Loïc Badachile qui est numéro 3, mais ce que je comprends, malgré la vente de 3-4 gardiens cet été, vous êtes en recherche d'un autre numéro 3. Oui, effectivement, on a libéré les gardiens qui étaient en fin de contrat, donc qui sont Subasic, Benaglio, et également la légende du club, Setoussi. Ça, je ne peux pas m'empêcher de le placer. C'est obligatoire de parler de Setoussi dans une émission sur les gardiens de Monaco. Donc oui, effectivement, on se retrouve Pourquoi pour les donner pourquoi c'est une légende? C'est-à-dire que c'est un concentré de talent, de bonne humeur et non, c'est le coupeur de citron. 2-3 fois, on s'est retrouvé à l'aligner parce qu'on n'avait plus que lui à un moment donné. Et tu te dis, mais il ne ressemble pas du tout à un gardien quand il... Rappelons que ce mec-là venait du Milan AC. Comment il s'est retrouvé là-bas? Je n'en sais rien. Mais bon, okay. C'est très drôle, c'est Douci. Et puis, Doudou, c'est la bonne ambiance. Voilà. Donc, on s'est effectivement débarrassé de 3 gardiens. Benaglio aussi, qui se blessait en descendant de l'avion. Voilà, le sketch permanent chez nous. Mais effectivement, il manquait encore un 3e gardien, et la volonté de Mitchell, notamment, en tout cas des dirigeants, c'est d'avoir un 3e gardien. Ils l'ont annoncé en conférence de presse, d'avoir un 3e gardien qui puisse aussi apporter une certaine émulation à l'entraînement, faire valoir une certaine expérience d'une certaine manière, et puis être capable, voilà, d'aller un petit peu
titiller les deux premiers, quoi, sans forcément être un vrai concurrent, je pense, mais être capable un petit peu de donner le change à l'entraînement. La question aujourd'hui de Loïc Badiachil, c'est une question qui est pas encore réglée parce que c'est quelqu'un qu'on a, je pense, du mal à vendre. Il a été dans le groupe champion de France, donc il a un titre de champion de France quand même. Mais derrière, il y a des expériences ratées. Il y avait avec Jardim et Amitrano une connexion qui se faisait pas, très clairement. Humainement, ça marchait pas parce que Badiachil est un gardien qui la ramène beaucoup, on va dire. Donc un caractère un peu fort qui peut des fois déplaire. L'an dernier, il a été prêté au Cercle Bruges. Il a fait quelques mois, ça s'est pas bien fini. On l'a prêté derrière à Amiens, mais bon, il a jamais joué. Donc c'est un gardien qui, malgré son âge, qui commence à prendre un peu d'âge et qui n'a jamais joué au final, si ce n'est par-ci par-là. Donc il manque cruellement d'expérience et en même temps, ça c'est un avis plus personnel, j'ai du mal à le voir comme troisième gardien, même pour lui, c'est-à-dire rester là sans jouer. C'est-à-dire que c'est un mec que finalement on barre depuis de nombreuses années. Moi, je pense qu'il faudrait le libérer pour qu'il puisse un peu s'envoler de ses propres ailes et trouver chaussure à son pied. Mais ce ne serait pas lui rendre service que de le garder une saison de plus en plus. Et puis, je pense que sur le niveau, peut-être sur le comportement, il y a peut-être un peu des doutes, à mon avis, sur le joueur qui incite pas non plus à une envie folle de le garder, je pense. Ok, bon en tout cas très bien pour ce chantier numéro 3 qu'on suivra lors de cette deuxième partie de Mercato. Ouais. Juste pour ce chantier numéro 3, je peux juste rajouter une petite chose, c'est qu'on a mis à l'essai Anton Mitrushkin, donc gardien de 24 ans, qui était plutôt d'ailleurs à ses côtés. Il a été mis à l'essai donc sur la première semaine d'entraînement, de reprise. Il a disputé également une demi-heure lors du match face au Cercle Bruges. Bon, pas eu grand-chose à faire, mais il n'est pas resté. Je pense que le fait de rester troisième gardien, à mon avis, ça ne devait pas l'intéresser plus que ça. Mais on ne sait pas exactement. Il y a deux versions qui s'affrontent. Le club ne l'a pas conservé ou le joueur qui n'a pas cru au projet ou qui a vu la situation actuelle du club avec le changement d'entraîneur, la situation bouchée et qui a pris la décision de partir de lui-même. Donc voilà, on cherche encore le troisième. D'accord, très bien pour ce point complet. Justement, quand on parle de Mercato, on va évoquer également rapidement le chantier de la défense. Pour toi, quelle sera la défense titulaire l'année prochaine ? La défense titulaire de Monaco est celle qu'on n'a pas encore recrutée. Très clairement, il y a des gros problèmes en défense, on le sait. Pas que en défense, parce que ce qui a fait la force aussi de Monaco, de la paire Glick-Gemerson, c'est d'avoir été à un moment donné bien protégé par le milieu de terrain. C'était la doublette Fabinho-Bakayoko et même Moutinho aussi qui a beaucoup plus joué après. Mais voilà, il y avait une cohérence qui fait que la défense était moins exposée. Quand Glick s'en va, Gemerson est carré. Là, pour l'instant, il n'est même pas au stage non plus en Pologne. On a des défenseurs très jeunes à l'heure actuelle qui sont Benoît Badiachil, qui commence à avoir un petit peu d'expérience. On a Marcelin qu'on a recruté à Auxerre. On a pris également Pavlovic, donc du Partizan Belgrade, avec qui il a été champion d'ailleurs cette année. On l'a pris donc un peu comme Majewski, justement. On l'a pris au mercato d'hiver et on l'a prêté, on l'a laissé en prêt dans son club pour qu'il puisse terminer la saison. Donc on a, si on regarde bien, des défenseurs qui sont extrêmement jeunes, défenseurs centraux extrêmement jeunes, et il est très clair qu'on ne pourra pas faire une saison avec. Il y a aujourd'hui des rumeurs qui font état notamment de Vida, donc qui joue au Beşiktaş actuellement, mais qui est un Glick numéro 2, un genre de Glick en fait. Donc maintenant on va voir parce que Mitchell arrive, il y a les dossiers qui lui va activer un petit peu. Donc pour l'instant c'est vraiment impossible à dire de savoir quels seront les défenseurs actuels parce que ça va énormément évoluer, je pense.
Très bien. Bon, en tout cas, c'est noté pour cette défense de Monaco qui est également en chantier avec Mitchell qui va sûrement s'activer en deuxième partie de Mercato. Et pour finir, on va évoquer maintenant la main ferme. Le principe est simple, une tirade de 30 secondes sur comment vous voyez la saison du club et celle de ses gardiens. On commence par toi, Damien. Alors, pour la saison du club, en l'état actuel, elle sera pas meilleure que celle de l'année précédente, très clairement, à moins d'un recrutement où on pourra grappiller des places, mais il y a énormément de chantiers, donc je suis moyen optimiste à l'heure actuelle. Pour les gardiens, je pense que Lecomte affichera quand même un bon niveau dans l'ensemble général que pour ses propres objectifs et titulaire indiscutable a priori devant Majewski. Je pense que cette saison ça devrait pas bouger énormément. Très bien. Et toi Thomas? Moi je rejoins un peu Damien, comme on disait, Monaco est en chantier donc le recrutement va être tardif, donc ça va mettre un peu de temps à se mettre en place, donc les résultats au début de saison vont pas être très bons, donc je vois plutôt Monaco à la 10e place. Et concernant Lecomte, je vois faire une meilleure seconde saison. Malheureusement pour lui, son rêve de jouer avec l'équipe de France, notamment pour l'Euro, il n'atteindra pas. Il n'ira pas. Et donc, meilleure saison pour Lecomte, mais saison décevante, on va dire, pour Monaco sur le plan collectif. Très bien Thomas. En tout cas, on pourra screenshotter ou en tout cas reprendre cet enregistrement si jamais Lecomte va en équipe de France en 2021. Je souhaite. Hein. Mais évidemment, c'est se mouiller et c'est ça qu'on demande. Merci pour cet épisode, Thomas et Damien. C'était l'épisode du Club par Club de Ligue 1 consacré aux gardiens de la Principauté. N'hésitez pas à réagir si vous avez un autre point de vue que nous sur la saison à venir et à aimer l'épisode s'il vous a plu. Pensez également à écouter les épisodes précédents et à suivre la sortie des suivants dans les prochains jours en vous abonnant à la chaîne. Merci de nous avoir suivis et en attendant, nous vous souhaitons d'aller la chercher main opposée.